Alors bonjour à toutes et tous et merci à vous de venir écouter cette conférence à part, un peu différente. Merci aussi à Anne surtout d'avoir permis que les rencontres de Coppet se poursuivent malgré les circonstances, malgré cette pandémie qui m'a privée d'aller vous retrouver à l'automne dernier à Coppet. J'espère qu'on pourra vite ensemble reprendre nos activités, mais en attendant, j'ai quand même la possibilité de vous présenter ce que j'avais prévu de vous dire sur les relations entre Staël et Napoléon au mois de novembre dernier. Donc j'ai intitulé cette conférence « Germaine de Staël et Bonaparte, ennemis ou alliés ?» avec comme sous-titre « Retour sur une histoire de passion ». Alors effectivement, on a beaucoup parlé des relations entre Staël et Bonaparte. Vous-même savez déjà sans doute beaucoup de choses sur ce couple mythique de cette période de l'histoire française et européenne. Et le moins qu'on puisse dire quand on s'intéresse aux relations entre Staël et Napoléon, c'est qu'il y a de la passion partout. Et il y a même des passions partout dans ce dossier. Évidemment, des passions chez les deux protagonistes. Vous le savez, je reviendrai sur les détails tout à l'heure, mais on peut dire que Staël a détesté Napoléon plus que quiconque dans sa vie, et Napoléon lui-même a voué à Staël une haine féroce, a écrit des choses sur elle absolument affreuses aujourd'hui, qu'on a tous en tête. Je vous donnerai quelques exemples si vous voulez. Donc il y a de part et d'autre déjà de ce couple mythique une détestation forte, bien sûr. Donc il y a au départ une passion affective entre eux. Ils s'admirent et se craignent. À quoi s'ajoute comme autre passion, et il faut bien sûr en tenir compte, c'est très important, le fait que ce couple Staël et Napoléon soit un homme et une femme qui, du coup, ne peuvent pas s'empêcher de se considérer l'un l'autre avec l'idée qu'ils ont en tête de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Donc, dans la matière passionnelle que constitue cette relation Staël et Napoléon, le masculin et le féminin jouent un rôle très important. Par exemple, vous le savez, la première fois que Staël rencontre Napoléon, donc alors qu'il est juste victorieux des campagnes d'Italie, qu'il est encore juste un général doué, un militaire, mais qui n'est pas encore du tout un homme politique, elle a beaucoup d'admiration pour lui, mais Staël arrive aussi face à Bonaparte, qui s'appelle encore Bonaparte, avec en tête l'idée de ce que doit être un homme et un grand homme. Et Staël a certaines conceptions du masculin qui sont peut-être surprenantes quand on la connaît, mais qui ne sont pas spécialement féministes. Staël aime les hommes de pouvoir, elle aime les hommes brillants, elle aime les hommes maîtres, et du coup elle a une certaine idée du masculin, à la fois glorieux et chevaleresque, qui vont compliquer ses relations à Bonaparte. A l'inverse, Bonaparte a lui aussi des idées sur les femmes, mais qui ne sont pas du tout non plus des idées, vous vous en doutez, féministes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour lui, les femmes doivent faire des enfants avant tout et rester dans la sphère domestique ou dans des fonctions naturelles que d'ailleurs le Code civil vont entériner un peu plus tard. On ne peut pas dire que le Code civil soit un pamphlet féministe qui assigne à la femme des rôles tout à fait domestiques. Donc, lorsque Bonaparte va rencontrer Staël, il va être heurté par une conception de la féminité tout à fait à rebours de ce qu'il a en tête. Il va voir une femme qui a certes eu des enfants, mais qui ne s'en occupe pas au quotidien, qui les confie à d'autres, et une femme passionnée par la politique, du fait de son père, Necker, du fait d'un héritage familial, du fait qu'elle soit fille unique aussi, de ce couple politique qu'a été les Necker. Donc Bonaparte ne sait pas quoi faire avec Staël sur le plan féminin, et tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est une réplique célèbre lorsqu'ils se rencontrent, c'est une femme doit être à la cuisine. Ce qui a fait beaucoup rire tout le monde, et ce qui a
a été le début d'une histoire de malentendus sexués entre eux, on peut dire, hein, parce que pour lui, elle n'est pas ce qu'une femme doit être, et pour elle, il n'est pas ce qu'un grand homme doit être, c'est-à-dire quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui respecte les adversaires, quelqu'un qui est certes glorieux, mais qui reste un chevalier, comme on pourrait dire dans la tradition courtoise. Donc j'insiste un peu là-dessus pour commencer, parce que ce rapport masculin et féminin, ce rapport de genre, on dirait aujourd'hui, mais bien sûr on ne disait pas ça comme ça à leur époque, est très important. Et il a longtemps et lourdement pesé dans l'archéologie des relations entre Staël et Napoléon. Parce qu'on a beaucoup dit, oui, mais finalement Staël, elle a été conduite par Napoléon, elle aurait voulu lui plaire, et finalement elle n'a pas réussi à le séduire. Autrement dit, la haine qu'elle lui voue serait d'abord la haine d'une femme un peu blessée. Pas du tout. Ça joue un rôle important au début, mais ce n'est pas seulement, le cas. Donc il y a une passion affective, je vous le disais, il y a une passion masculin-féminin, une passion de genre, une passion sexuée très forte, et puis il y a aussi une passion dans l'historiographie. Hein, bien sûr, tous ceux qui ont travaillé sur les relations entre Staël et Napoléon depuis cette époque, depuis les années 1800, hein, depuis 200 ans à présent, se sont eux-mêmes longtemps engouffrés dans deux voies passionnelles. Et vous avez aussi bien des historiens qui, au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, ont répété à l'envi que Staël était une femme intrigante, c'est le mot qu'on trouve le plus, c'est-à-dire une femme qui se mêlait de dossiers qui finalement ne relevaient pas du tout de ses prérogatives. La femme n'avait pas à s'occuper de politique, n'avait pas à tenir tête non plus à un chef militaire. Donc là, il y a eu toute une première historiographie qui nous paraît aujourd'hui très datée, hein, mais qui a pesé très très lourd sur la manière dont on a raconté l'histoire. Donc il y avait un discours un peu misogyne quand même, qui rappelait que finalement Staël était sortie de son rang et qu'elle n'avait eu finalement que ce qu'elle méritait. Et puis il y a eu à l'inverse un discours sinon victimaire, qui n'est pas du tout plus intéressant non plus, mais qui a consisté à dire que Staël finalement avait souffert, qu'elle avait traversé des épisodes pathétiques, douloureux à cause de Bonaparte, et donc qu'elle était une victime. Les deux sont faux. Les deux sont en partie faux, c'est-à-dire qu'en réalité, Staël a très rapidement, elle a souffert, je vais vous en parler, mais elle a très rapidement décidé de faire quelque chose de cette opposition à Bonaparte pour ne jamais rester justement dans la position de la victime pathétique dans laquelle toute une autre historiographie l'a enfermée. En gros, la femme, elle est soit hors de son rang, soit pathétique et fragile. Et le cas Staël face à Napoléon déjoue ces deux assignations. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les passions qui ont jalonné cette histoire pour pouvoir un tout petit peu mieux s'en libérer. Donc, pour reprendre ce que je vous disais, il y a eu des passions dans les protagonistes fortes, il y a eu aussi des passions dans la manière dont on a raconté cette histoire, mais pour autant, je crois qu'aujourd'hui, on peut reprendre ce dossier avec un nouveau regard. Non pas qu'il faille enlever les passions de cette histoire, hein, c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Retour sur une histoire de passion », mais parce qu'il faut plutôt envisager les passions comme ayant un autre rôle que celle qu'on leur a attribuée, celui qu'on leur a attribué. Les passions, dans la relation entre Staël et Napoléon, elles sont d'abord un symptôme. C'est ce dont je vais commencer à vous parler un peu plus précisément. C'est-à-dire que de part et d'autre, on souffre de cette histoire. Et Napoléon et Staël sont violemment et profondément affectés par les obstacles qu'ils représentent l'un pour l'autre. Mais ça, c'est un premier temps de l'histoire, qui va être aussi le premier temps de ma conférence, parce qu'ensuite, ce qui est beaucoup plus intéressant et très staélien, c'est que cette douleur que Staël vit plus fort, dans la mesure où elle est sanctionnée, elle est exilée pendant 12 ans, donc elle est, touchée durablement dans sa vie, et même dans le dernier quart de sa vie, parce que finalement elle meurt 3 ans après l'abdication de Bonaparte. Autrement dit, c'est toute la dernière séquence de sa vie qui est associée à la proscription, à l'interdiction du séjour en France, au refuge à Coppet, puis au refuge en Angleterre, en Allemagne d'abord, enfin à toute cette errance qui est la sienne à partir de 1802. C'est pas rien quand on a 40 ans et qu'on meurt à 51 ans, on ne le sait pas, que les 11 années qui restent doivent se passer
hors de chez soi, loin de sa famille, loin de ses proches, loin de la patrie qui est la nôtre. C'est une vie très particulière hein, que la vie de Staël. Elle paye très cher son opposition à Bonaparte. Mais cette souffrance, elle va très vite décider d'en faire quelque chose, je vous disais. Et Staël va orienter sa souffrance, ce qui brise sa vie, de sorte à en faire l'instrument d'une analyse. C'est-à-dire que pour elle, quand on souffre de quelque chose, on est paradoxalement mieux à même aussi de pouvoir en proposer l'autopsie critique. Et c'est en cela que Bonaparte joue un rôle très important dans la carrière de Staël, pas seulement parce qu'il la fait souffrir, mais parce qu'il déclenche aussi chez elle, du fait même de cette souffrance et de ce que Staël réussit à en faire, une analyse, ce que Staël appelle une considération. Qu'est-ce que c'est la considération? C'est le grand geste stalien. Ça consiste à souffrir, à ressentir quelque chose, ça peut être quelque chose de positif, ça peut être aussi, et c'est souvent, malheureusement plus souvent le cas pour elle, quelque chose de négatif, quelque chose qui vous prend, hein, qui vous attaque, qui vous mord, qui vous Staël a toute une série d'images pour ça, qui vous blesse dans votre chair. Hein. Une griffe, elle utilise souvent cette image, hein, quelque chose vraiment de très physique qui vient vous fouiller comme ça, vous blesser à l'intérieur de vous. Eh bien, cette blessure, en réalité, elle fait aussi de vous quelqu'un qui connaissait l'adversaire, qui connaissait l'adversité. Du coup, la passion chez Staël va être l'objet d'une considération, c'est-à-dire ensuite d'une abstraction de ce qui vous atteint pour pouvoir mieux le comprendre. Et Bonaparte est exactement le modèle de cet objet particulier, de cette méthode plutôt à laquelle que Staël va déployer sur différents objets. On souffre, on est affecté, et ensuite on se détache pour essayer d'analyser ce qui nous fait souffrir et du coup d'en proposer le tableau le plus neutre, le plus juste. C'est ce qu'elle dit dans De la littérature, hein, ce grand texte qu'elle écrit en 1800, donc au moment même où Bonaparte arrive au pouvoir, enfin un an après le 18 Brumaire, en 1799, elle dit « L'exercice de la pensée, plus que toute autre occupation de la vie, détache des passions personnelles. L'enchaînement des idées, la progression croissante des vérités philosophiques fixe l'attention de l'esprit bien plus que les rapports passagers, incohérents et partiels qui peuvent exister entre nos circonstances et les événements de notre temps. L'exercice de la pensée détache des passions personnelles. » Donc il faut d'abord éprouver pour ensuite analyser. Et on va voir que Napoléon, il est d'abord une passion personnelle et il va faire ensuite l'objet d'une analyse politique dans laquelle Staël va mettre au jour ce qui constitue pour elle la singularité de l'épisode bonapartiste dans l'histoire française, c'est-à-dire l'avènement des passions comme instrument du gouvernement et instrument de la politique. Donc les passions vont complètement changer de rôle dans l'œuvre stalienne, elles vont passer d'un symptôme personnel à un instrument de gouvernement nouveau qu'invente Bonaparte, une nouvelle manière de faire de la politique dont on pourra se demander tout à l'heure pour finir si elle a réellement disparu. Je crois que non, hein, je peux sans surprise vous révéler la chute. Hein, on verra que la politique aujourd'hui, tout entière passionnelle qu'elle est plus encore que jamais, hein, gagne beaucoup à être éclairée à la lumière de ce que Staël diagnostique dans l'avènement de Bonaparte au pouvoir. Alors, premier temps, donc, Bonaparte et Staël, premier temps, je l'ai intitulé « Une passion stalienne ». Il faut effectivement rappeler d'abord l'évidence et quelques faits aussi qui font de cette histoire, de cette relation entre Staël et Bonaparte une affaire personnelle. D'abord, donc je vous le disais tout à l'heure, Staël est la fille de Necker, vous le savez, donc elle est la fille du grand ministre libéral qui a incarné la liberté sous la Révolution, un ministre éclairé, progressiste, anti-esclavagiste, favorable aux tiers-États, etc. Et donc Staël écrit que cet héritage, que cette filiation fait d'elle aussi une partisane de fait de ce qu'on appelle alors l'idéal républicain, tel qu'il se développe à la fin du XVIIIe. Staël dit « Je ne peux pas être autre chose qu'une républicaine du fait d'avoir grandi et d'avoir été nourrie par la pensée, par l'expérience de son père et puis par tous les auteurs politiques qu'elle a lus. » À partir de ce moment-là,
Lorsque Bonaparte arrive sur la scène politique française en 1799, au moment où, j'en reparlerai tout à l'heure, mais la France sort à peine de la Révolution, la France n'arrive pas à voir le bout de cette séquence violente, terrible, qui pour Staël est très hétérogène, hein, que représente la Révolution. Pourquoi hétérogène? Parce qu'au départ, tout le monde l'approuve, et elle aussi, hein, ce combat pour la liberté, cette modernisation de la vie politique qui engage le peuple pour la première fois dans l'exercice du pouvoir. Mais dès 92, dès 3 ans après la prise de la Bastille, hein, les modérés, dont Staël fait partie, hein, s'inquiètent de voir le virage un peu violent que peut prendre la Révolution et qui pour eux, ce virage trahit l'élan révolutionnaire. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est, je vous explique l'historiographie révolutionnaire telle que Staël et bien d'autres après elle vont la concevoir. Hein. Je ne porte pas un jugement moi sur la terreur, je vous explique comment elle apparaît à Staël. Elle apparaît comme un dévoiement de l'idéal républicain, elle apparaît comme un dévoiement du combat pour la liberté. Donc elle reste, elle, fermement attachée à l'équilibre des pouvoirs, au fait que personne ne doit jamais confisquer l'autorité, même le peuple. Et c'est en cela qu'elle a une position là-dessus libérale, on dira, au sens 19e du terme, alors que bien sûr les gens qui sont beaucoup plus à gauche qu'elle à l'époque, qu'elle appelle les jacobins, pour reprendre sa terminologie, pensent au contraire qu'il faut donner tous les pouvoirs au peuple pour porter jusqu'au bout le combat révolutionnaire. Pour Staël, il faut donc éviter deux extrêmes. En 1799, enfin, la France est menacée de deux extrêmes. D'un côté, l'extrême qu'on pourrait dire populaire, l'extrême qu'elle appelle jacobin, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui une dictature populaire, hein, dont la terreur a été le modèle, c'est-à-dire que c'est le peuple ou des représentants du peuple qui prennent le pouvoir, ce qui pour Staël est très dangereux parce que ça n'a pas de limite. Mais c'est tout aussi dangereux à l'autre opposé. Si on confie la totalité du pouvoir à un seul homme, c'est la tradition monarchiste absolue, hein, qui a été celle de la France longtemps, hein, en tout cas pendant les 500 ans d'Ancien Régime. Et pour Staël, c'est tout aussi inenvisageable, hein, de confier le pouvoir aux mains d'un seul, et comme on ne peut pas non plus confier le pouvoir aux mains d'une seule identité, fût-elle la nation. Donc, l'idéal républicain qu'elle défend, c'est un idéal d'équilibre. C'est-à-dire à la fois un homme fort, mais des institutions qui fonctionnent comme des garde-fous pour éviter que cet homme fort ne devienne un despote, pour employer le mot de l'époque, hein, pour désigner le pouvoir absolu. Ce modèle, bien sûr, vous le savez, hein, Staël le trouve en Angleterre, dans le système de la monarchie constitutionnelle qui existe depuis bien plus longtemps que chez nous, et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs en Angleterre, hein, et qui pour Staël présente toutes les garanties d'un exercice du pouvoir équilibré, dans lequel personne ne peut jamais confisquer l'autorité. Pour elle, le pire, c'est l'autorité qui disparaît. Ce qui laisse encore des traces très lourdes, hein, dans notre histoire française, entre parenthèses. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais enfin vous voyez à quel point c'est des questions dont on peut débattre aujourd'hui encore. Hein. Beaucoup de gens disent qu'il manque chez nous encore des garde-fous, hein, pour empêcher le pouvoir de pouvoir prendre toutes les décisions. Donc c'est des problématiques qui sont les nôtres, qui se posent beaucoup moins dans d'autres pays européens. Donc lorsque Bonaparte arrive en 1799, il apparaît pour Staël comme le modèle de celui qui va pouvoir justement garantir à la fois une sortie de la Révolution, en étant un leader, on dirait aujourd'hui, en étant un chef incontesté, quelqu'un de très autoritaire, mais qui porte avec lui d'importantes victoires qui ont permis à la France, hein, de s'imposer petit à petit aussi sur la scène européenne. Donc il est à la fois un homme fort, dont la France a besoin, et il est à la fois un héritier de la Révolution. Quelqu'un qui a soutenu la Révolution, puisqu'il s'est battu aussi pour ça. Autrement dit, la garantie d'avoir à la fois un pouvoir fort et le respect des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le respect du principe du partage des pouvoirs avec la nation. Donc le modèle idéal pour Staël de ce qui s'apparenterait à une monarchie constitutionnelle. Et elle explique que aussi bien elle, personnellement, en 1799, que la France ont besoin d'admirer. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a que Staël qui le dit dans ces termes-là à l'époque. Elle explique que nous, Français,
nous avons un rapport à la politique passionnel, de fait, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays européens, ni à l'époque de Staël, ni à la nôtre aujourd'hui. Nous avons besoin d'admirer. En 1799, elle écrit dans ses considérations « L'admiration ne savait où se prendre ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déficit d'admiration. Qui va pouvoir nous faire rêver? Il y a un besoin, on dirait aujourd'hui, de fantasme dans la vie politique française. Et ce besoin de fantasme, il est en quelque sorte en panne en 1799. Donc Bonaparte va venir à point nommé pour offrir un scénario légendaire et fabuleux à la nation française orpheline un peu de rêve, à la nation française abasourdie par 10 ans de lutte sanglante et dont 10 ans dont plus personne n'arrive à voir finalement si c'est un progrès ou pas, la Révolution. Hein, et les gens qui en sortent n'arrivent plus à y voir clair. Donc il faut réapprendre à rêver, il faut réapprendre à fantasmer, à imaginer. Et la nation française, du coup, s'éprend de Bonaparte comme d'un héros. C'est le mot qu'on utilise le plus couramment pour lui, hein, le héros. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est corse, parce qu'il est victorieux. Personne n'a jamais vu un militaire aussi doué. Vous voyez, il remplit vraiment tous les critères du rêve. Hein, en plus, il vient d'ailleurs. Hein, son origine corse, là encore, le préserve un peu de tout le côté un peu rance que pouvaient avoir les élites françaises. Là, d'un coup, il y a une garantie de fraîcheur. C'est l'outsider salutaire. Et la France ne peut qu'admirer ce héros. Staël aussi avoue son admiration d'abord. Pour elle, il est vraiment l'homme parfait, l'homme politique idéal, jeune, glorieux et respectueux des principes de la Révolution. Donc il est l'homme parfait. Au départ, elle dit « Moi-même, j'ai beaucoup admiré ». Alors je vous cite... beaucoup admiré Bonaparte. Je vous cite dans ses considérations la manière dont elle raconte, c'est très intéressant pour nous, la première rencontre avec Bonaparte, parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur cette première soirée où elle le voit physiquement. Elle dit « C'est avec ce sentiment du moins, donc l'admiration, c'est avec ce sentiment que je le vis pour la première fois à Paris. » Et elle ajoute « Je ne trouvais pas de paroles pour lui répondre quand il vint à moi pour me dire qu'il avait cherché mon père à Coppet et qu'il regrettait d'avoir passé en Suisse sans le voir. Mais lorsque je fus remise du trouble de l'admiration, un sentiment de crainte très prononcé lui succéda. » Alors vous voyez, dès la rencontre, Staël avec Bonaparte, Staël précise qu'il y a 3 passions qui se succèdent chez elle. Quelque chose de très rare dans son cas et qui m'a frappée en préparant, le mutisme. Je ne trouvais pas de paroles pour lui répondre. Vous savez, on a toujours dit que Staël était vraiment la femme du verbe, la femme de la conversation, la femme du bon mot, de la formule. Enfin, elle n'est jamais à court de mots. Le silence n'est a priori, je dis bien a priori, parce que c'est plus compliqué, mais pas son mode de fonctionnement habituel. Or là, il se trouve qu'elle est réduite au silence. Elle ne trouve pas de paroles. Elle est en quelque sorte un peu sidérée, fascinée par l'admiration qui la subjugue. Et puis, elle le dit, elle est troublée, elle est complètement comme devant une star, en fait, à qui vous attendez de parler depuis 10 ans, puis quand vous êtes à côté, il n'y a plus un mot qui vous vient, parce que vous êtes trop impressionné. Et puis ensuite, la crainte, troisième passion dont parle Staël. Alors ça, c'est le premier temps, très important, c'est un temps passionnel positif. Vous voyez, l'admiration, le trouble, l'élan, le fantasme, le besoin de rêve. On voit très bien que Bonaparte, dès son apparition sur la scène politique française et dès son apparition dans la vie stalienne, n'est pas un personnage rationnel. Il joue sur de tout autre ressort que l'adhésion politique. Mais à ces passions positives vont très vite succéder des passions nocives, des passions douloureuses. Ça dure, cette idylle, elle dure 2 ans, même pas, elle dure 1 an. 1799-1800, dès le coup d'État du 18 Brumaire, en réalité, Staël et ses amis pressentent le danger dans cet homme providentiel qui se prétend l'héritier de la Révolution, mais qui en réalité va très rapidement instaurer un pouvoir fort. Histoire
que l'on connaît en France, hein. Je sors de mon devoir de réserve, mais c'est un scénario ultra classique, hein, que Bonaparte, enfin qui est devenu ultra classique. Très intéressant du coup pour nous de voir comment notre histoire souvent se répète. En tout cas, dès 1800, Staël pressent le danger, d'autant que son amant d'alors, vous le savez, Benjamin Constant, prononce en 1800 un discours qui rappelle à Bonaparte sa promesse, c'est-à-dire de respecter la liberté, de respecter l'héritage de la Révolution, puisqu'il voit très vite que tous les réseaux d'opposition sont supprimés. Ce fameux discours prononcé dans l'Assemblée, qui s'appelle alors le Tribunat, vaut à Bonaparte d'exiler ses opposants, d'interdire à Benjamin Constant le territoire en France, ce qui est un signal d'autoritarisme fort que Bonaparte envoie dès 1800 à ses opposants. Staël elle-même est menacée, on lui fait comprendre qu'il faut qu'elle quitte Paris. Autrement dit, un an plus tard, c'est une toute autre passion qui commence, une passion douloureuse, une passion marquée par l'inquiétude et marquée, lorsqu'on lit l'œuvre de Staël, par une angoisse permanente qu'elle va qualifier très précisément en parlant de la difficulté à respirer qui est la sienne. Staël est affecté vraiment au sens psychologique, au sens politique et au sens aussi physique. Elle le dit, ça a été célèbre, je vous rappelle cette phrase, hein, quand Bonaparte commence à révéler son vrai visage, c'est-à-dire un visage d'autoritariste, je me sentais, dit-elle, dans cet instant, une difficulté de respirer qui est devenue, je crois, depuis la maladie de tous ceux qui ont vécu sous l'autorité de Bonaparte. Vous voyez, Bonaparte et son despotisme vont être une espèce d'asphyxie générale qui va se répandre sur toute l'Europe et raréfier l'oxygène, aussi bien en France, hein, mais qu'à travers tous les pays que Bonaparte va conquérir. Donc là, on va rentrer dans une autre passion personnelle, douloureuse, où Staël va multiplier les signes d'une blessure chez elle, et, ce qui est plus intéressant encore pour nous, d'une blessure spécifiquement féminine. Staël va longtemps insister sur le fait que comme femme, elle souffre plus encore que Benjamin Constant, par exemple, qui est exilé lui aussi après avoir prononcé ce fameux discours au tribunal. Alors ça, c'est très troublant pour nous, parce que quand on connaît l'œuvre de Staël, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres cycle de conférences, Staël est quelqu'un qui n'a jamais spécialement revendiqué sa féminité. Au contraire, c'est quelqu'un qui a souvent pensé les obstacles qui pesaient sur les femmes. Quelqu'un qui a essayé de théoriser pourquoi il était à son époque plus difficile de faire carrière d'écrivain, par exemple, lorsqu'on était une femme, même si on est une femme de la haute bourgeoisie, même si on est la fille de Necker. Je pense en particulier à ce célèbre chapitre de la littérature qui s'intitule « Des femmes qui cultivent les lettres », dans lesquels Staël arrive à diagnostiquer les écueils particuliers auxquels se heurte une femme qui voudrait avoir une carrière indépendante de son mari. Il se trouve que Staël est la première femme auteure à être payée, à toucher des droits, à signer des contrats avec les éditeurs et à avoir aussi une autonomie financière, ce qui va être très important dans sa vie, à l'époque où les femmes, bien sûr, dépendent totalement de leur conjoint sur le plan économique. Donc Staël est quelqu'un qui a vécu une liberté féminine de ce point de vue-là, une vraie indépendance rare à son époque, quelqu'un qui a pensé le féminin aussi, et bon, ce que je veux dire par là, quelqu'un qui est capable de s'abstraire de sa condition féminine pour au contraire l'analyser et permettre aux femmes qui la liront de comprendre ce qui les empêche d'être libres. Eh bien, face à Bonaparte, toutes ces libérations, toutes ces extériorisations sont court-circuitées en quelque sorte. Bonaparte ramène Staël à sa féminité, la réassigne, on peut dire, à un féminin douloureux. Par exemple, face à lui, elle est obligée de constater qu'elle est très sensible, elle est trop sensible, comme si elle n'arrivait plus à s'abstraire de ce qui pour elle est une identité morale féminine. Je vous donne un exemple d'une lettre qu'elle écrit au frère de Bonaparte, parce qu'il y a un frère, vous le savez, ils sont plusieurs, ils sont 3 ou 4 je crois, au moins 3 garçons, Lucien, Napoléon et Joseph est l'ami de Staël, alors que bien sûr Napoléon c'est pas le cas. Voilà ce qu'elle écrit à Joseph Bonaparte en 1803, alors qu'on lui dit « il faut quitter la France, il faut quitter Paris, vous gênez ». Elle dit « je n'ai pas la force de renoncer à mes amis et à ma patrie,
Je n'ai pas la force de vivre pour la gloire littéraire que je ne saurais acquérir peut-être si je prenais un tout autre parti. Et elle ajoute « Mes affections me dominent au point de pleurer jour et nuit depuis que je suis éloignée de mes amis. Puisque je suis femme à ce degré, il faut l'être tout à fait. Et je vous jure que si le consul m'accorde de revenir, il n'entendra pas plus parler de moi politiquement que de la femme orientale du général Menou. Puisque je suis femme à ce degré, il faut l'être tout à fait. » Donc vous voyez, Staël surligne en quelque sorte son féminin. Pour elle, elle réinvestit sa sensibilité. Elle n'arrive plus en un sens à y échapper. Elle redevient, face à Bonaparte, bien malgré elle, une victime vulnérable, indécente lorsqu'on la persécute. C'est sa fameuse phrase qu'elle écrit aussi bien dans 10 années d'exil que dans ses considérations. « Je suis la première femme que Bonaparte exila », mettant l'accent sur la disproportion du rapport de force entre l'empereur, à partir de 1804, et cette femme, qui est effectivement la seule qu'il a exilée, et qu'il a exilée pendant 12 ans, donc entre 1802 et 1814. Donc une douleur personnelle, une douleur collective, une douleur féminine, une passion pourtant, que Staël va assez rapidement essayer de convertir en autre chose, en clairvoyance, pour le dire plus précisément, en instrument d'analyse. Et c'est ce qu'elle écrit au moment où, dans le 18 Brumaire, elle assiste en direct au coup d'État qui va permettre à Bonaparte de devenir premier consul avant d'être empereur 4 ans plus tard. Elle dit « J'éprouvais à l'idée du triomphe de Bonaparte une douleur que je pourrais appeler prophétique. On aurait dit que la tyrannie la plus terrible s'était comme révélée tout entière à mon imagination. » Alors ça c'est très intéressant, tout ça c'est dans les considérations sur la Révolution française, c'est-à-dire qu'il y a toute la méthode stalienne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est explicitée. Pardon, à la fois une douleur et une douleur que Staël voit comme prophétique, c'est-à-dire qu'elle cette douleur est aussi vecteur de connaissance, est aussi une lumière qui va lui révéler, au-delà de ce qu'elle souffre elle, le problème politique de Bonaparte, une séquence terrible pour l'espèce humaine et non plus seulement pour elle. Donc j'en viens du coup au deuxième temps de ma conférence, où je vais effectivement vous montrer que Bonaparte intéresse au plus haut degré Staël, mais cette fois-ci non plus sur le plan personnel. On peut dire que Bonaparte va fasciner Staël comme un modèle de pouvoir original, nouveau, qu'il inaugure, un pouvoir qu'elle va analyser, et un pouvoir qu'on peut appeler un pouvoir passionnel. Alors effectivement, ce qui intéresse, ce qui passionne même, on pourrait dire Staël, c'est de comprendre pourquoi Napoléon a existé en France, puisqu'elle a la chance d'assister aussi à sa chute en 1814, et elle réussit aussi à écrire en quelque sorte à chaud sur cet événement politique. Qu'est-ce qui a rendu possible l'accession au pouvoir d'un homme fort en France? Qu'est-ce qui a rendu possible un empire qui a quand même duré 12 ans, enfin 13 ans même si on ajoute les 100 jours, 1802-1815. Qu'est-ce qui a rendu possible, alors que la France avait guillotiné le roi en 1794, le sacre d'un empereur 11 ans plus tard en 1804? Voilà la question qui intéresse Staël. Et donc là, on a un autre volet de la relation entre Staël et Napoléon, vous le voyez, qui n'est plus du tout un volet biographique, qui n'est plus du tout un volet personnel, même s'il joue un rôle très important, qui est vraiment un volet politique qui va inspirer à Staël une grande partie de son œuvre. Aussi bien les considérations sur la Révolution française que les 10 années d'exil vont être une tentative d'analyse, enfin une tentative réussie, une analyse aboutie du mystère politique français. Qu'est-ce qui a rendu possible ce coup d'État et puis cette séquence politique longue, particulière. Alors, Staël va expliquer, j'en ai un peu parlé tout à l'heure déjà, que Bonaparte bénéficie d'un contexte passionnel particulier. Autrement dit, ce qui va expliquer son adhésion, l'adhésion qu'il va provoquer, ce qui va expliquer son arrivée au pouvoir et la fascination qu'il va exercer, ce n'est pas son programme politique, il n'en a pas d'ailleurs, positivement, c'est plutôt le
terreau passionnel dans lequel Bonaparte va s'inscrire. Je disais tout à l'heure, il y a un besoin de rêver, il y a un manque d'admiration, il y a un besoin de fantasme, et Staël va lire la Révolution à la fois comme un héritage politique particulier, c'est-à-dire que la Révolution a légué bien sûr des principes structurels et déterminants qui régissent encore heureusement en partie nos vies aujourd'hui, mais la Révolution, elle n'est pas seulement des principes, elle est aussi une intensité politique particulière. Les Français qui sortent de la séquence révolutionnaire ont vécu une séquence extrême, ont vécu une séquence énergétique particulière, on pourrait presque dire ça comme ça. Sur le plan diététique, ils ont tout consommé, ils ont tout carbonisé. Vous voyez, il y a eu une électricité politique fabuleuse et à la fois terrifiante, mais on a vécu sur un mode passionnel très haut, très intense. Et ce besoin d'extrême politique, il est pour Staël la signature française. Nous n'aimons pas nous ennuyer en politique. Nous, Français, alors que beaucoup d'autres peuples recherchent au contraire l'équilibre, la modération, n'aiment pas la politique quand elle est passionnelle. Ils préfèrent au contraire que la politique soit équilibrée. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Angleterre, dont Staël parle beaucoup comme des contre-exemples. Elle dit, nous en France, on a besoin d'être excités en politique. On a besoin que ça nous passionne. Et du coup, la passion, c'est violent. Il y a des passions positives, des passions négatives. Et la Révolution, elle a donc habitué les Français, pendant 10 ans, c'est très long, 10 ans, à avoir la tête absorbée par la politique. Du coup, Bonaparte va répondre à ce programme d'intensité. Il va être en quelque sorte une promesse d'ardeur, une promesse d'extrême, une promesse d'électricité, une promesse d'intérêt, au moment où, après la Révolution, justement, il ne faut pas laisser les âmes orphelines de plaisir et d'adhésion. En plus, lorsque la Révolution s'achève et lorsque Bonaparte arrive, les Français sont pour beaucoup traumatisés par la terreur. En tout cas, c'est ce que Staël dit. Il va falloir donc éviter l'effroi qu'a représenté cette violence, qu'a représenté cette séquence sanglante. Trouver une manière de concilier la Révolution et la raison, la liberté en tout cas, et l'absence de violence. Du coup, elle va expliquer que Bonaparte, lorsqu'il va prendre le pouvoir, va non pas proposer quelque chose de positif, il ne va pas dire « voilà ce que je vais faire pour vous », mais il explique surtout qu'il va dire ce à quoi les Français échapperaient en les lisant. Pas en les lisant, parce que ce n'est pas d'élection, en adhérant, si vous voulez, à son modèle. Autrement dit, Staël va identifier dans la manière dont Bonaparte séduit les Français ce qu'on peut appeler une logique négative, c'est-à-dire Bonaparte attise la peur de ce qui, pour lui, constitue l'adversité politique principale, c'est-à-dire à l'époque les Jacobins, comme on les appelle, c'est-à-dire les terroristes au sens de la révolution du terme, c'est-à-dire des démocrates très à gauche, on dirait aujourd'hui, à qui on impute la responsabilité de la terreur. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué historiographiquement que cela. Et du coup, Bonaparte ne convainc qu'en agitant le spectre des ennemis dont il est censé préserver les Français. Vous voyez, il ne convainc pas par un programme, il convainc en disant « je vous préserverai des autres ». Alors ça, c'est une manière de faire de la politique qui est tout à fait nouvelle. Jusqu'à présent, on n'a pas choisi un homme par peur d'autre chose. On a choisi un homme parce que, on ne l'a pas choisi de toute façon dans l'histoire française à ce moment-là, mais on attendait des représentants politiques ou du roi même qui nous fassent quelque chose. Or là, on attend de Napoléon qu'il nous débarrasse d'autre chose. Vous voyez, c'est un transfert de passion très habile et très particulier dans ce contexte politique. Ça, c'est le premier coup de force de Napoléon, première nouvelle manière de faire de la politique, telle que Staël, parce qu'elle est passionnée et parce qu'elle a souffert, va très vite identifier. Elle dit, voilà, il joue sur les passions. Première chose. Deuxièmement, dans sa manière même de gouverner, Napoléon va la fasciner tout de suite.
Elle va constater, par exemple, chez lui, dès qu'elle le rencontre, j'en ai parlé tout à l'heure, elle parle d'un sentiment de crainte qui la gagne, elle va constater chez lui un sens du mystère, un sens de la dissimulation. Ça va être très frappant dans la relation entre Staël et Napoléon. Elle va beaucoup insister là-dessus, sur le fait que cet homme apparaît comme indéchiffrable. Elle qui adore qui adore essayer de lire les gens, de les connaître, hein, les gens qu'elle approche, cette sensibilité humaine va se heurter à un mur opaque. C'est ce que Staël appelle la grande équivoque. Napoléon. C'est une formule de déconsidération, la grande équivoque, c'est-à-dire ce type, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut dire, on n'arrive pas du tout à lire ses pensées. Elle utilise aussi de manière régulière l'image du sphinx, hein, de cette énigme, cette créature énigmatique qui gardait la ville de Thèbes et dont on n'arrivait pas non plus à déchiffrer les intentions. Pour Staël, il n'y a rien de pire hein, que l'homme qui ne donne rien à voir. Pour elle, c'est à rebours de son éthique de la sincérité, de la transparence, de la générosité. C'est quelque chose qui la heurte et qui très vite l'intéresse. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Et elle dit finalement, on ne sait pas qui est Bonaparte, il nous vend un personnage de théâtre. Et il a très bien compris, et elle lui rend hommage, il a très bien compris que pour faire rêver les Français qui en avaient tant besoin, rien ne vaut un acteur dont on ignore la vérité. Hein, rien ne vaut le masque, alors que l'homme transparent et sincère, finalement, ne suscite aucun fantasme. On fait fantasmer grâce au mystère. Et donc, Bonaparte est au contraire l'acteur parfait. Elle dit celui qui a voulu se faire, je cite, un personnage poétique. Hein, l'homme qui a forgé une identité factice, séduisante, mais dont on ne sait pas ce qu'elle recouvre, mais qui du coup, cette identité factice est d'autant plus stimulante. Ça, c'est le premier coup de force aussi, le second coup de force de Napoléon, hein, d'avoir compris que la politique ne pouvait plus être désormais qu'un théâtre, ne pouvait plus être qu'une mise en scène, et que finalement ce dont les Français avaient besoin, ce n'était plus l'homme transparent, mais c'était au contraire l'homme opaque, l'homme qui du coup suscite l'interrogation. Ensuite, ce jeu sur les passions individuelles, Napoléon va en faire, et ça c'est encore plus redoutable bien sûr, une manière de gouverner. Staël va montrer comment ce sens de la dissimulation qu'il a cultivé dans son ethos particulier va être aussi chez lui un programme politique. Faire croire à un programme, faire croire au peuple qu'on envahit, qu'on ne les envahit pas, mais qu'on leur apporte la culture et la suprématie française, hein, c'est bien un jeu de théâtre aussi sanglant et cruel, qui consiste à reformuler l'atroce réalité d'une conquête hein, de tous les pays européens jusqu'à Moscou en 1812. Heureusement, les Russes et l'Angleterre, hein, qui sont les deux seuls pays européens à résister, à déjouer les conquêtes napoléoniennes, mais pour Napoléon, on ne conquiert pas, on libère et on éclaire. Et pour Staël, c'est une manière malhonnête de faire de la politique, hein. C'est une manière théâtrale, c'est une manière passionnelle hein, de vendre du mensonge. C'est ce qu'elle appelle la mystification de l'Europe, hein, formule très importante qui dit bien la nouvelle politique moderne qu'inaugure Bonaparte. Ça, c'est terrible. Elle dit jusqu'à présent, vous êtes de la politique avec des principes, avec des valeurs, avec des idées. À partir de Bonaparte, on n'a plus d'idées, on n'a plus de valeurs, c'est au contraire, on choisit des noms, on ne parle que de lui. Elle dit c'est la première fois qu'un homme est devenu le centre de l'attention. Jusqu'à présent, peu importe l'homme au pouvoir, c'était l'idée qui pouvait séduire. Bonaparte va personnaliser la politique comme jamais. Il va en faire une affaire de scénario, il va en faire une mystification personnelle, et il va inaugurer en ce sens la politique moderne hein, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ça, Staël est une des premières à le diagnostiquer. Elle dit on ne fera plus de la politique de la même manière, hein. On va faire de la politique spectacle. On va faire de la politique mystification, on va faire de la politique passion. Alors il faut, pour terminer, envisager un tout dernier point, hein, le troisième, et je m'arrêterai ensuite, qui consiste pour Staël à se demander pourquoi Napoléon
a trouvé en France un territoire idéal. Qu'est-ce qui, dans la nation française, prédisposait en quelque sorte à cette séquence impériale? Ça, c'est le troisième niveau de l'analyse que développe Staël et le troisième rôle qu'elle confère aux passions. Elle explique en gros que pour que l'Empire fonctionne, hein, il fallait deux acteurs. Vous voyez, c'est comme, pour reprendre la métaphore du théâtre, plus exactement, pour qu'un spectacle soit réussi, il faut à la fois un bon acteur, mais il faut à la fois un public. Il faut à la fois une salle hein, qui apprécie. Il faut une chimie avec au moins deux composantes. Donc il y a à la fois un acteur de talent, qui est Bonaparte, l'art de la dissimulation, un stratège machiavélien, hein, c'est la métaphore et l'image, le modèle politique bien sûr que Staël mobilise en permanence, hein, l'art de mentir et du coup de fasciner. Mais cet art de mentir, il doit aussi rencontrer un public. Et donc Staël explique que la France est coupable aussi, ou responsable, ou complice, je ne sais pas comment le dire, du pouvoir impérial. Elle explique, alors ça on peut ne pas être d'accord, hein, mais c'est quelque chose qui ressort dans toute son œuvre, Staël explique que Bonaparte a été une passion française, et il l'est encore aujourd'hui. Vous avez autant de détracteurs de Bonaparte aujourd'hui, hein, de gens qui le considèrent comme un tyran, comme un dictateur, on dirait aujourd'hui, que de gens qui le considèrent comme le grand bienfaiteur de l'histoire européenne. D'ailleurs, de toute façon, il a une place majeure dans notre histoire. À Paris, une station de métro sur deux, une avenue sur deux porte le nom d'une des victoires de Bonaparte. Donc, de toute façon, le Code civil reste, même s'il a été aménagé structurel dans notre histoire. Bon, mais l'héritage de Bonaparte aujourd'hui, il est très clivant hein, en France. Il y a vraiment du pour et du contre. Donc c'est une histoire qui est toujours passionnelle. Mais pour Staël, elle explique, elle a cette grande formule, hein, Bonaparte n'est pas un homme, il est un système. Formule qu'elle reprend deux fois dans son œuvre. Hein. Bonaparte n'est pas seulement un homme, mais un système. C'est une manière d'expliciter ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour elle, il ne l'intéresse pas seulement personnellement, l'homme, il l'intéresse aussi comme problème politique, hein, comme phénomène, comme séquence particulière, un système. Et si vous dites que Bonaparte est un système, cela met en lumière la complexité des éléments qui sont nécessaires à son avènement au pouvoir. Un système suppose des acteurs multiples, suppose une architecture complexe. Or, pour Staël, Bonaparte a trouvé en France hein, la nation idéale, en quelque sorte, pour prendre le pouvoir. Pourquoi il n'y a pas eu de Bonaparte en Angleterre, par exemple? Elle le dit, hein, elle a cette phrase assez dure, hein, parce qu'elle s'inclut bien sûr dans cette séquence, hein, elle fait partie des Français qui ont été aveuglés. Elle dit « Bonaparte est un homme que la résistance véritable apaise », et elle ajoute « Ceux qui ont souffert son despotisme doivent en être autant accusés que lui ». Vous voyez, si on fait le procès du bonapartisme, ce qu'elle fait d'ailleurs hein, en 1816, comme elle fera le procès de Robespierre et de la Terreur, elle dit ce procès, il faut assigner au tribunal l'ensemble des accusés. Et ce n'est pas simplement la figure du chef qu'il faut accuser de l'Empire, c'est aussi le peuple qui a accepté, qui a consenti, qui a accepté d'aliéner sa liberté. Comme Robespierre, pour Staël n'est pas responsable en soi de la terreur. Ça a été très facile de dire la terreur c'est Robespierre, on le guillotine et on tourne la page du bourreau. Non, Staël dit Robespierre, on lui a confié le pouvoir, on a accepté ce modèle. De la même manière, l'Empire est le résultat d'une complicité collective. Que Staël est, et ça ne lui a pas fait beaucoup d'amis, vous imaginez bien, la première à analyser aussi froidement, hein, nous sommes aussi coupables d'avoir été victimes de Bonaparte. Alors pourquoi ? Pour finir, parce que pour elle, la nation française est une nation trop jeune politiquement en 1800. Une nation qui n'a pas en quelque sorte l'expérience de la liberté. Elle explique, alors on peut ne pas être d'accord, hein, je ne prétends pas que ce soit la vérité, mais Staël est la première à le dire, et la première femme aussi, en plus, à oser le dire, hein, ce qui lui a valu, vous imaginez, des attaques très virulentes. Non seulement elle se mêle de politique, mais en plus elle a des analyses très, très dures, hein, ou très lucides, plus exactement. Elle explique que la liberté, c'est à la fois naturel, et en même temps, ça s'apprend.
c'est-à-dire que participer au pouvoir, de devenir un citoyen actif, s'engager dans la nation, suppose de connaître le fonctionnement du pouvoir, suppose de connaître aussi les dangers du pouvoir, suppose en quelque sorte une maturation politique qui prend beaucoup de temps, qui suppose aussi un savoir, des gens éduqués, des écoles, etc., ce qui n'était pas du tout le cas dans la France de l'Ancien Régime, où, bien sûr, le pouvoir était accaparé par une minorité malhonnête et bien sûr qui n'avait pas du tout l'intention de le partager. La Révolution va donc partager le pouvoir, bien sûr, mais en même temps elle va partager le pouvoir à des gens qui, pour Stahl, ne savent pas encore quoi en faire, et qui du coup sont plus aisément manipulables, plus aisément qu'on trompe plus facilement. Et donc elle explique qu'il a manqué, elle dit, des lumières. Les lumières sont venues trop tôt, en fait, ou plus exactement, il manquait, oui, encore des lumières pour qu'on puisse réussir la Révolution en France. C'est-à-dire vraiment finir par un pouvoir du peuple. Ça va prendre encore 100 ans, hein, ça va aller jusqu'en 1870, 71, c'est là où vraiment, après la Commune seulement, vous voyez que ça prend encore 100 ans pour que la République, avec un suffrage universel, soit réellement instaurée. Hein. Stahl a raison, il faut encore combien 4 révolutions pour qu'on partage vraiment le pouvoir en France. Et elle explique que finalement Bonaparte n'est que le symptôme d'une nation à qui on n'a pas encore appris la liberté. Voilà. Je vous remercie.